6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, que pensez-vous de ces premières réformes? 6 mois après, j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron veut aller vite, veut s'attaquer aux problèmes structurels pour relancer la machine économique. Il a, je trouve, le courage de s'affronter à des sujets auxquels ses prédécesseurs n'avaient pas osé s'attaquer. Il veut déverrouiller le Code du travail. Je crois que sa première réforme sur le Code du travail est une réforme courageuse et qui va dans le bon sens. Va-t-elle donner des fruits maintenant? Nous regarderons ce que ça va donner. En tout cas, les signaux pour les entreprises que nous représentons sont de bons signaux. Et aujourd'hui, l'urgence est très clairement de remettre au cœur l'esprit d'entreprendre, de remettre au cœur la dynamique économique. J'ai le sentiment que c'est comme ça qu'il aborde son mandat, sans dogmatisme, avec pragmatisme. Et force est de constater qu'en peu de temps, il a déjà fait tomber quelques murs. Il a devant lui d'autres chantiers auxquels il va devoir s'affronter, la réforme de la formation professionnelle, les réformes fiscales également pour, là encore, alléger les charges des entreprises, parce qu'il y a une vraie urgence pour remettre la machine économique en marche en s'appuyant sur les capacités des entreprises. Quel regard portez-vous sur la conjoncture économique de la Martinique? La Martinique va mal. La Martinique va mal depuis de longues années. Ces grands secteurs économiques sont en panne, que ce soit le secteur du BTP qui est en souffrance depuis des décennies. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de signaux qui nous permettent de penser que ce secteur va rebondir. Et donc là, il y a un vrai sujet de préoccupation. La Martinique va mal, mais elle a des atouts. Elle a de vrais atouts qu'il s'agit maintenant d'exploiter. Je vais en citer deux. Il y a l'atout de la mer qui nous environne, qui doit devenir maintenant un levier de notre développement économique. Et sur ce plan-là, il y a des initiatives qui commencent à être prises, et notamment à l'initiative de Rodolphe Désiré, qui a initié un grand mouvement sur l'économie bleue, et auquel maintenant de plus en plus d'élus et d'acteurs adhèrent. Donc moi je crois beaucoup à cette perspective. Il y a également des atouts liés à des filières d'excellence qui existent sur notre territoire. La filière agricole de la banane est une filière dont on n'a pas à rougir. La filière rhum est une filière d'excellence également qui a la capacité de porter loin l'image d'excellence de la Martinique hors de nos frontières. Là aussi, il y a un vrai chantier à ouvrir pour faire de ce produit d'excellence le porte-étendard de notre développement économique. C'est un chantier que nous sommes en train d'ouvrir avec beaucoup d'autres, puisque on connaît l'exemple d'autres territoires comme la ville de Bordeaux qui s'est redessinée grâce à son vin, ou l'Écosse qui a su se redynamiser grâce à son whisky. On peut se poser une question simple: pourquoi la Martinique ne réussirait pas à rebondir grâce à son rhum, puisque derrière le rhum il y a le tourisme, il y a la culture, il y a l'agriculture, il y a le patrimoine, et il y a tout un effet d'entraînement bénéfique qui pourrait être vertueux pour notre territoire. Nous sommes dans les assises de l'outre-mer. Selon vous, quelles sont les réformes qui devraient être faites afin qu'il y ait une meilleure reprise économique? Les réformes d'urgence doivent être orientées sur les capacités des entreprises à fonctionner. Aujourd'hui, il y a sur les entreprises de Martinique trop de charges, trop de normes, trop de contraintes qui font qu'elles sont en panne permanente, et que chaque décision d'investissement est une décision qui est compliquée à prendre, compliquée au-delà même de l'investissement qui doit être porté, parce que derrière un investissement, il y a un parcours du combattant beaucoup trop important, et il faut donc simplifier l'administratif qui entoure chaque décision d'entreprise. Donc moi j'appelle à un choc de simplification radical
pour libérer les énergies, pour qu'on fasse d'abord confiance aux entrepreneurs et non pas qu'on les considère comme étant suspects quand ils apportent un projet. Il faut changer la vision que l'on a du monde de l'entreprise. Et donc les réformes doivent aller dans le sens de faciliter le travail des entreprises pour leur permettre de fonctionner à bon régime au profit du développement du territoire. Quelle analyse faites-vous de la politique de développement économique et touristique de la CTM? Alors nous sommes aujourd'hui dans une fenêtre de tir extrêmement favorable. Tout l'environnement aujourd'hui milite en la faveur d'un développement économique touristique de la Martinique, notamment quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Les territoires concurrents aujourd'hui ont des difficultés et qui doivent nous permettre, nous, de saisir une opportunité de travail. Est-ce que la CTM profite de cette opportunité? Je ne sais pas. Je crois qu'elle pourrait aller beaucoup plus vite pour exploiter cette opportunité. Il y a en matière touristique des difficultés structurelles qu'il faut maintenant régler. Au fond, le problème touristique, quel est-il? Il est que nous dépendons d'un flux de touristes qui vient de la France hexagonale sur une saisonnalité très courte. La saison touristique en Martinique est de l'ordre de 5 à 6 mois dans les meilleures années, entre 4 et 6 mois, et dépend d'une population essentiellement hexagonale à 90%. Or, localement, nos structures, elles, doivent fonctionner sur 12 mois, voire 14 mois ou 15 mois, quand il y a des salaires qui sont payés sur cette durée-là. Et donc, il s'agit de rentabiliser nos structures sur une longue période qui n'est malheureusement pas compatible avec le flux de tourisme. Donc, quand on pose le problème comme ça, il y a deux sujets. Le premier, c'est d'ouvrir la saison touristique, donc aller chercher les touristes en dehors de la France hexagonale pour que les périodes creuses soient alimentées et que nos hôtels puissent tourner pendant ces périodes creuses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que notre tourisme, en fait, souffre du fait que la Martinique, c'est l'Europe au sein de la Caraïbe. Autrement dit, c'est les charges européennes, les contraintes européennes dans un environnement dérégulé, ce qui fait qu'il y a un différentiel de prix structurel dans les exploitations qui fait que nous sommes en permanence non compétitifs par rapport à nos voisins directs. Le coût d'exploitation en Martinique est à peu près 6 à 8 fois plus important que le coût d'exploitation d'une structure équivalente à Sainte-Lucie ou dans une autre île de la Caraïbe. Et donc là, il faut aussi réfléchir aux moyens de réduire cet écart de coût pour nous faire rentrer dans la compétition. Il y a des réflexions, je pense notamment aux réflexions sur la zone franche globale ou fléchée sur l'activité du tourisme. C'est là un chantier sur lequel devrait travailler de manière très claire, très résolue la CTM. En dehors des 3 grandes périodes en Martinique qui sont Noël, grandes vacances, Noël, grandes vacances et le carnaval, il y a un manque d'attractivité chez nous. Alors oui, là vous dites quelque chose de très important. L'attractivité est un véritable sujet sur lequel nous travaillons au sein de Contact Entreprise. La Martinique perd ses habitants de manière massive. 28 000 habitants de moins en 5 ans par rapport à ce qu'avait prévu l'INSEE. Donc ce sont des chiffres colossaux. C'est l'équivalent d'une commune comme les Anses d'Arlet qui chaque année disparaît. 3 500 habitants de moins chaque année. Voilà le rythme dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans une indifférence relativement générale. Si rien n'est fait, à l'horizon 2030-2040, nous aurons perdu 100 000 habitants. C'est dramatique. C'est dramatique parce que derrière cet effondrement de la population, se rajoute un autre phénomène qui est le vieillissement de la population. Autrement dit, nos jeunes s'en vont, nos jeunes entrepreneurs s'en vont, et s'ils s'en vont, s'ils quittent la Martinique, c'est pour chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas ici. Et c'est bien le signe que nous manquons d'attractivité.
Et quand on pose le problème comme ça, il est évident que l'urgence qui doit animer tout le monde, vous, moi, mais également nos élus, c'est de rétablir de l'attractivité chez notre territoire. Et là, c'est un véritable chantier, c'est un véritable changement de culture qu'il faut opérer. Il faut se dire que chaque fois que je prends la parole, ou que j'exprime une idée, ou que je porte un projet, il doit être porté en fonction de cette attractivité qui doit être restaurée. L'attractivité, c'est la confiance, c'est donner envie aux gens de revenir ou de venir, c'est d'avoir une culture d'accueil des entrepreneurs qui soit beaucoup plus franche, c'est d'arrêter de critiquer systématiquement les projets locaux ou de dénoncer nos insuffisances. On aime bien mettre le doigt là où ça va mal, on devrait plutôt voir le verre à moitié plein et valoriser nos atouts et se réjouir quand un investisseur vient porter un projet en Martinique. Donc moi je milite beaucoup pour la politique du tapis rouge et non pas la politique du coup de fusil quand un investisseur se présente en Martinique. Je disais qu'il manquait d'attractivité pour attirer les touristes chez nous en Martinique. Oui, alors effectivement, l'attractivité, je l'ai traité de manière plus globale, mais en matière touristique, il y a aussi un travail à faire. Et là encore, nous militons sur la nécessité de développer une stratégie territoriale marketing claire. Nous avons des atouts, mais nous ne savons pas forcément les mettre en valeur dans une communication ou dans un projet porté publiquement à l'extérieur. Je crois qu'on ne fera pas venir nos touristes plus ici qu'ailleurs parce que nous avons de belles plages, nous avons du soleil, parce que là on met en face des arguments que beaucoup de pays sur la planète peuvent mettre en avant. Choisissons plutôt des points de spécialisation, des points spécifiques qui s'appuient sur des atouts qui nous sont propres, de manière à développer une image distinctive et attractive. Moi je propose, nous proposons, Contact Entreprise et nos partenaires, nous proposons de faire le choix de positionner la Martinique comme étant la capitale mondiale du rhum. Je crois beaucoup à une stratégie territoriale d'attractivité basée sur cette simple vision. Et là encore, je reviens sur l'exemple de la ville de Bordeaux qui a su se redynamiser complètement dans toutes ses dimensions quand, à l'initiative de l'élu et avec le soutien de l'ensemble des forces vives de sa ville, a fait le choix de redessiner une stratégie autour de son vignoble. Aujourd'hui, la ville de Bordeaux, 10 ans après, cette stratégie est devenue une ville extrêmement accueillante, magnifique. Au centre de la ville, vous avez la Cité du Vin qui devient un pôle d'attractivité que le monde entier vient voir parce que est concentré dans cette ville le temple mondial du vin. Pourquoi ne ferions-nous pas la même chose en Martinique? Nous avons le meilleur rhum du monde, nous avons le seul rhum AOC du monde. Pourquoi ne pas faire de notre territoire la capitale mondiale du rhum, rayonner sur les 200 pays de la planète autour de cette idée simple que personne d'autre ne peut revendiquer? Pourquoi ne pas créer la cité mondiale du rhum en Martinique, qui pourrait attirer des visiteurs du monde entier? Nous avons une très belle tour Lumina, pourquoi ne pas y consacrer 2 ou 3 étages pour porter cette idée-là? Il y a 1000 projets à faire, autant d'une idée simple, qui est en réalité une vision à laquelle nous devons tous adhérer pour créer une dynamique porteuse. Quels sont les 3 conseils que vous pourriez donner à la collectivité territoriale de Martinique? Le premier conseil, c'est d'accélérer le dialogue avec les entreprises. Il y a effectivement des espaces d'échange, mais il y a encore des zones de quant à soi ou des postures où on n'assume pas franchement la relation entreprise-politique. Donc là, je crois qu'il y a encore un chantier à creuser. Les choses vont mieux qu'avant, il faut être honnête, mais on sait qu'aucun territoire du monde ne sait se développer quand les entreprises et les élus ne fonctionnent pas ensemble. Donc ça c'est une donne qui est une donne globale. Il faut accélérer le rapprochement entreprise-élus.
La deuxième chose, alors j'ai pas de conseil à donner, hein, j'évoque peut-être quelques pistes, mais j'ai pas la prétention de détenir la vérité. Je crois qu'il faut que la CTM engage de manière très résolue une stratégie d'attractivité du territoire. Et l'attractivité du territoire prend 1000 formes. C'est à la fois des postures et des langages affichés pour donner envie aux entrepreneurs de venir ici. C'est des politiques d'équipement pour permettre aux familles qui veulent s'implanter ici de trouver des solutions de vie. C'est réembellir notre environnement parce qu'aujourd'hui on voit dépérir nos infrastructures. Il y a 1000 chantiers à faire. C'est également faire le choix d'investissements fléchés sur des infrastructures d'attractivité. Il y a le projet du Golfe aux marins qui me paraît être un projet essentiel parce que là, vous allez tout de suite donner un signal à des communautés de golfeurs qui pourront revenir ici. Il y a les projets de création d'anneaux d'anneaux nautiques pour faire de la Martinique une véritable destination nautique. On sait qu'une destination nautique aujourd'hui devient performante quand elle a à peu près 5000 à 10 000 anneaux. Aujourd'hui, nous avons, bon an mal an, 2 à 3 000 anneaux. Donc on peut imaginer un plan Marshall pour positionner notre territoire comme un territoire nautique par une politique d'investissement claire, orientée sur des sujets qui embrayeront dans des filières d'attractivité. Quels sont les nouveaux secteurs d'activité émergents qui mériteraient d'être accompagnés? Je vous ai parlé du rhum, qui n'est pas un secteur émergent, mais je dirais que c'est un secteur qui doit être soutenu dans toutes ses dimensions parce que derrière cette filière, il y a de nouveaux métiers qui peuvent vraiment être de vrais leviers de croissance. Il y a notamment les métiers du spiritourisme. Je crois beaucoup à un tourisme de dimension internationale inspiré par l'univers du rhum. Tout comme a su le faire l'Écosse par exemple, ou la ville de Bordeaux, je reprends mes exemples classiques. Et donc là, il y a donc plein de filières complémentaires qui découleraient d'une stratégie territoriale autour de l'idée de capitale mondiale du rhum. Ça, c'est le premier point. Il y a également des filières d'avenir sur lesquelles nous avons des atouts. Je pense notamment à notre biodiversité, qui mérite d'être regardée avec un œil plus créatif. Nous travaillons, nous, à l'inscription de la Martinique dans un projet de l'UNESCO qui est le projet Man and Biosphere, qui consiste à inscrire la Martinique dans un projet de développement économique qui recense tous les éléments du patrimoine local, qu'ils soient biologiques, mais qu'ils soient également culturels et qu'ils soient économiques, de manière à s'appuyer sur ces points de spécification dans une dynamique de développement durable. Donc c'est un projet ambitieux qui permettrait là encore de mobiliser toutes les énergies autour d'une vision rassemblée, partagée de la population, autour de nos atouts naturels. Et puis il y a bien évidemment le digital, tous ces nouveaux métiers qui ne sont pas des métiers spécifiques à la Martinique, mais qui sont des prérequis pour pouvoir relever les défis de demain. Nous avons la chance d'être dans un territoire bien équipé, malgré tout, comparativement à ce qui se passe dans les îles voisines. Nous avons la chance d'avoir la capacité d'être mieux équipés, donc les progrès à faire sont faisables. Nous avons des opérateurs qu'il faut peut-être encourager à renforcer nos équipements numériques. Nous avons la chance d'être sur un territoire bien formé, avec des intelligences et des personnels qui maîtrisent parfaitement ces nouveaux sujets. Nous avons la chance d'être au carrefour de l'Europe et des Amériques. On a un emplacement géographique qui nous ouvre sur le monde. Et on sait que la première porte d'entrée dans le monde, c'est le numérique. Donc pourquoi ne pas faire de la Martinique une Digital Island, une Silicon Valley caribéenne,
Tout est en place, les génies sont là, les intelligences sont là, les infrastructures sont potentiellement là, les relais d'influence sont là. Il manque peut-être une volonté, quoique on sent que c'est un sujet qui préoccupe les uns et les autres, mais il y a là de vrais potentiels de développement. La Martinique peut être bien couverte, mais on a une faible capacité en gigas. Oui, là vous mettez le doigt sur peut-être des insuffisances techniques, Grande insuffisance. mais ces insuffisances ne peuvent être que comblées. On sait qu'aussi s'il y a une vraie volonté d'augmenter les capacités de giga, on peut y arriver. On n'est pas condamné à vivre avec une insuffisance. Donc, parce que nous avons accès à toutes les technologies du monde qui peuvent converger facilement ici, un peu de volonté, de bonne volonté, peut nous permettre de rétablir, on va dire, les bons formats, les bons volumes. Et comparativement à un territoire à la taille de notre territoire, nous n'avons pas à rougir de notre niveau d'équipement par rapport à ce qu'on voit dans les îles voisines notamment. Donc je veux dire, là encore, oui, on peut mieux faire, mais regardons quand même le verre à moitié plein. Nous avons de la 4G, nous avons le câble et le satellite qui arrosent la plupart des foyers, nous avons un taux d'équipement aujourd'hui dans les usages qui est pratiquement celui des Européens, notamment à travers les réseaux sociaux, les usages Internet. Nous avons une pratique au quotidien de ces technologies qui fait que nous pouvons nous appuyer là-dessus pour aller encore plus vite, plus loin, plus fort. Nous ne sommes pas largués, nous avons toutes les capacités d'aller encore plus loin dans cette voie. Pour le gouvernement, la réforme de la formation professionnelle est au moins aussi importante pour la compétitivité de la France que celle de la réforme du Code du travail. Qu'en pensez-vous? Oui, je crois que la formation professionnelle est un machin auquel personne ne comprend plus rien. Il y a des acteurs qui portent des sigles incompréhensibles, il y a des chemins qui sont proposés avec des modes de financement qui sont très complexes à comprendre. C'est un marécage qui fait que le sujet même de formation professionnelle, je dirais, génère de l'anxiété tellement on est là au cœur d'un système perçu, à tort ou à raison, comme étant suradministré ou surencombré par des logiques administratives. Il y a sans doute là un vrai nettoyage à faire. Le choc de simplification doit s'appliquer dans cet environnement. Il y a des acteurs privés qui ont des choses à dire et des contributions à faire, donc il faut leur faire confiance. Moi, nous croyons beaucoup au génie des individus, et là-dessus, en matière de formation professionnelle, pourquoi ne pas s'appuyer sur ces talents-là? Il y a des pays, je pense à l'Allemagne, qui ont réussi à faire de l'apprentissage une voie d'excellence, où l'image dégradée de l'apprentissage n'existe pas, alors qu'en France, et en particulier en Martinique, dès lors qu'on parle d'apprentissage, on se met dans la tête l'image soit d'une voie de garage, soit d'une voie d'échec. C'est terrible parce que les vrais métiers nobles, porteurs, sont des métiers qui sont de contact avec une maîtrise technique. Et donc, je crois que ça, on est là au cœur d'un immense malentendu culturel qu'il faut impérativement corriger. L'apprentissage, c'est une voie d'excellence naturelle, il faut le rappeler, et il faut réhabiliter l'image de l'apprentissage, et bien évidemment simplifier toutes les procédures pour que chaque individu puisse se former tout au long de sa vie, sans que ce soit des usines à gaz, des coûts et des parcours incompréhensibles.